Bonjour à vous et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Penguins de Pittsburgh. Ah, les Penguins de Pittsburgh, cette organisation-là qui, on dirait année après année, est frappée par des blessures, mais ils trouvent quand même toujours le moyen de faire les séries éliminatoires. Cette organisation-là est une équipe que moi je trouve à être bien balancée. C'est une organisation qui trouve le moyen d'avoir, bon on s'entend qu'il y a beaucoup de vétérans dans l'équipe là, quand même, mais qui trouve le moyen d'avoir une ligne de centre qui est généralement assez solide, puis qu'on a quand même une certaine production qui va venir de la défensive. Et là, en plus de ça, on a eu des bonnes saisons du côté des gardiens de but avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, ça a été de manière générale une saison qui était quand même une saison correct pour les Pingouins, mais on trouve toujours le moyen de faire les séries. Alors là, on a eu un gars comme exemple, Crosby qui a joué uniquement 69 matchs, donc pas une saison complète du côté de Crosby, 41 matchs pour Jason Zucker, 41 matchs pour Evgeny Malkin. Donc, tu sais, tous les joueurs à peu près ont été blessés pendant l'année, sauf peut-être Christopher Letang, 78 matchs quand même, c'est assez intéressant. Il a joué presque une saison complète du côté de Letang. Mais dans mon line-up, il n'y a aucun joueur qui a fait les 82 matchs l'année passée. Ceci dit, les Penguins de Pittsburgh, c'est une organisation qui fait des séries depuis des années. Donc, je pense que c'est un peu normal aussi qu'à un moment donné, les gars vont avoir des petites blessures ici et là. Peut-être que c'est leur façon de gérer aussi. Peut-être qu'on essaie de reposer les gars pendant la saison régulière. Donc, si on a une blessure, on préfère ne pas l'aggraver pendant la saison régulière. Donc, on va le mettre en repos, qu'il soit vraiment bien rétabli quand il revient. Puis par la suite, qu'on soit plus performant pour le stretch final, puis pour les séries de la Coupe Stanley. Donc, bref. Je ne sais pas si vraiment ça fait partie de la façon d'être, mais les Penguins de Pittsburgh, année après année, sont frappés par les blessures. Mais c'est une organisation qui a quand même réussi à faire son petit bout de chemin jusqu'en séries éliminatoires. Certes, ça a peut-être été moins performant que l'année d'avant, mais il en reste pas moins qu'on a réussi à faire notre petit bout de chemin. Alors, l'entraîneur étant bien sûr Steve Sullivan, ça n'a pas changé à ce niveau-là. Le directeur général Ron Hextall. Et du côté de Ron Hextall, on a fait quand même quelques mouvements pendant la saison morte, mais très peu. Alors, je vous rappelle un peu mon code de couleur. Lorsque les joueurs sont en bleu, c'est parce que c'est des gars qu'on connaît déjà à Pittsburgh, qu'on connaît bien. Lorsque les joueurs sont en rouge, c'est des gars qu'on a acquis pendant la saison morte. Et lorsque les gars sont en vert, là, il n'y en a pas dans mon cas, c'est des jeunes espoirs qui pourraient peut-être percer l'alignement au début de la saison. Donc bref, là, on a une organisation qui est presque toute en bleu, sauf au niveau des défenseurs. Fait que quand même, il y a eu un peu d'activité au niveau de la défensive. Mais au niveau de l'attaque, on garde à peu près le même corps qu'on avait déjà du côté de Pittsburgh. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'au moins les gars se connaissent bien, la cohésion est là et tout le tralala. Donc bref, en gros, c'est ça. Pour ce qui est de l'année 2020-2021, les Penguins de Pittsburgh, c'est 37 victoires, 16 défaites et 3 défaites en prolongation. Donc 37 victoires pour 19 défaites. Une bonne saison du côté de Pittsburgh. 77 points. Je rappelle que c'est une saison écourtée de 56 matchs pour cause de COVID. On avait terminé au 5e rang de la LNH. Fait que là, on se le cache pas, on a eu une drop l'année passée. Pour la saison 2021-22, les Penguins de Pittsburgh, c'est 46 victoires, 25 défaites, 11 défaites en prolongation, donc 46 victoires pour 36 défaites, 103 points, mais là, on a glissé au 12e rang. On est donc passé du 5e au 12e rang en l'espace de 1 an. Fait qu'il y a eu quand même une certaine drop du côté des Penguins de Pittsburgh, mais il en reste pas moins qu'on a terminé 7e dans la conférence et on a fait les séries éliminatoires. On a fait les séries éliminatoires face à une organisation qui a peut-être surpris, dans un certain cas, les Rangers de New York. Les Rangers de New York est une organisation qui a été tellement solide. Je veux dire, c'était intéressant de voir les Rangers de New York qui sont rendus même jusqu'en finale de conférence. Igor Shesterkin qui était dans sa bulle. Ça a été difficile et ajoutons l'absence des deux gardiens du côté de Pittsburgh. Ça l'a pas aidé. J'enlève absolument rien à Louis Domingue. Louis Domingue a été appelé en rappel en séries éliminatoires. 6 matchs, 3,65 de moyenne, 898. Alors que tes deux gardiens de but qui étaient tes réguliers pendant la saison régulière, je parle bien entendu de Tristan Jarry et de D. Smith, c'est 919 et 914 d'efficacité. Fait on s'entend que c'est différent. Là, quand tu débarques en séries éliminatoires avec Louis Domingue, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Fait que bref, on s'est fait éliminer en première ronde des séries du côté des Penguins de Pittsburgh. Une moyenne de but marqué de 3,28, ce qui est bon quand même. Une moyenne de but encaissé de 2,71, ce qui est excellent. On est au total 5e défensive de la Ligue nationale avec une moyenne de but encaissé de 2,71. Un avantage numérique à 20,2%, ce qui est quand même relativement bon. Et un désavantage numérique à 84,4%, ce qui représente le 3e meilleur désavantage numérique de toute la Ligue nationale, les Penguins de Pittsburgh. Quand on pense aux Penguins de Pittsburgh, généralement, la première chose qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est l'attaque, la force de frappe. Mais pourtant, on s'en est bien sorti l'année passée sur un point de vue défensif et les gardiens ont fait le travail. Alors, on avait quand même une recette qui était une recette gagnante.
n'eût été des blessures en séries éliminatoires, cette organisation-là aurait pu aspirer à un meilleur sort, mais malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, on s'est fait sortir en première ronde. Il faut mentionner aussi que du côté de Pittsburgh, le défenseur que le Canadien de Montréal a acquis, Mike Matheson, a connu une saison que je dirais à la hauteur des attentes qu'on avait préalablement, il a appartenu aux Panthers de la Floride, donc qu'on avait de lui en Floride. 74 matchs, 31 points et un différentiel plus-moins de plus 12. Alors, c'est quand même assez intéressant du côté de Mike Matheson qui est aujourd'hui avec le Canadien de Montréal. Mais, d'un autre côté, les Penguins de Pittsburgh font l'acquisition de Jeff Petrie, qui est un joueur qui aurait pu avoir une meilleure saison l'année passée et que ça a été plutôt compliqué. Donc, bref, il y a eu des joueurs d'ailleurs qui ont eu leur meilleure saison en carrière. Je pense entre autres à Jake Gonzalez qui a connu sa meilleure saison en carrière et qui a connu des très bonnes séries éliminatoires. 10 points en 7 matchs pour Jake Gonzalez, dont 8 buts. Wow! Mais en tout cas, bref, il y a des joueurs qui s'en sont très très bien sortis sur un point de vue individuel. Jake Gonzalez, c'est quand même un total de 40 buts en saison régulière l'année passée, mais je vous rappelle quand même 8 buts en 7 matchs en séries éliminatoires. Non négligeable. 40 buts en saison régulière pour Jake Gonzalez. Et là, une chose que je trouve intéressante, moi, c'est que lorsqu'on demande à des gens, d'après vous, qui est le joueur le plus underrated dans la ligue? Souvent, les gens mentionnent, je ne sais pas tout le temps, mais il y a quand même beaucoup de gens qui me mentionnent soit Gonzalez, soit Rust. Le point commun, s'il vous plaît? Ouais. Ouais. Alors, on l'a toujours dit, un joueur qui est un joueur à grand talent va bien faire paraître ses coéquipiers. Puis encore une fois, Gonzalez, 40 buts, 84 points l'année passée. C'est sûr qu'il y a du talent, mais ça doit aider un petit peu de jouer avec Captain Crosby, d'après moi. Le meilleur en termes de points aura été Sidney Crosby au niveau du ratio points par match, parce qu'on parle de 84 points pour Crosby en 69 matchs versus Gonzalez en 76 matchs. Mais Gonzalez et Crosby ont terminé les deux au sommet avec 84 points. Le meilleur défenseur à caractère offensif, mais quand même un défenseur très intelligent. Christopher Letang, j'y enlève absolument rien. Et merci parce qu'il a été en santé presque toute la saison l'année passée. 78 matchs, 68 points plus 20 pour Christopher Letang. Très bonne saison. Très bonne saison. Ici, on a les 3 espoirs du alacoupe.ca. C'est donc les 3 espoirs qui ont été retenus par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Le texte complet va être disponible sur le alacoupe.ca. C'est des espoirs qui peuvent peut-être aspirer à percer l'alignement dès cette année des Penguins de Pittsburgh. Un gars qui est peut-être un gars qu'on pourrait qualifier plus probable serait le Québécois Pierre-Olivier Joseph. Pierre-Olivier Joseph est un défenseur de 23 ans qui a évolué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 61 matchs, 10 buts, 23 passes, 33 points. C'est un défenseur qui est surtout intelligent dans sa zone. C'est un gars qui est considéré comme étant un spécialiste du désavantage numérique. Donc, c'est sûr que les statistiques offensives sont peut-être pas la meilleure analyse qu'on peut avoir de P.O. Joseph, mais il en reste pas moins que c'est un défenseur qui est très solide dans sa zone à lui. Alors, ça pourrait être intéressant éventuellement. Blessure, il y aura, that's for sure. Donc, ça pourrait être intéressant éventuellement de le rappeler et de le faire jouer au niveau LNH dès cette année. Mais on a fait une acquisition intéressante du côté des Penguins de Pittsburgh. Je trouve ça un peu énigmatique, mais c'est intéressant en Ty Smith, qu'on a acquis des Devils de New Jersey en retour de John Marino. On s'en reparle tantôt pour ce qui est de lui. Ensuite de ça, on a deuxième espoir, ça va être Valtteri Puustinen, ou je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, Puustinen, là. Un ailier droit de 23 ans qui a évolué au niveau de la Ligue américaine essentiellement. Il a joué juste un match au niveau LNH l'année passée. Dans la Ligue américaine, c'est 73 matchs, 20 buts, 22 passes, 42 points. C'est un gars qui est considéré comme étant potentiellement un top 6, très apprécié par le directeur général Ron Hextall qui en a parlé en bien. On qualifie comme étant un petit joueur, pas très grand, je pense qu'il mesure 5 pieds 9, genre. Un petit joueur, mais un petit joueur très rapide et dynamique. Et ça, c'est ce qu'on apprécie, qui est peut-être plus connu pour son côté offensif. Alors, c'est un joueur qui pourrait peut-être éventuellement être appelé au niveau de la LNH. Et en termes de troisième espoir du alacoupe.ca, on a retenu Samuel Poulain, un ailier droit de 21 ans. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 72 matchs, 16 buts, 21 passes pour 37 points. Dans son cas à lui, Samuel Poulain, c'est un gros allié. C'est un power forward. C'est un gars qui va aller là où ça fait mal, puis qui est capable de te faire mal. Dans son cas à lui, il a, semble-t-il, en tout cas selon Ron Hextall, qui a grandement amélioré ses batailles le long de la bande. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que oui, c'est bien d'avoir un power forward qui crash au net, mais c'est important aussi d'avoir un gars qui va aller la chercher dans le coin, puis qui va être capable de ressortir gagnant avec ça. Ça a été difficile pour ce qui est de Samuel au niveau de l'adaptation dans la Ligue américaine. Donc, le début de saison a été un petit peu plus lent,
mais on dirait qu'on a gagné en confiance et plus que la saison avançait, plus que le rendement augmentait du côté de Samuel Poulain. Alors quand même, c'est 37 points en 72 matchs, mais il faut considérer que le début de saison a été compliqué du côté de Samuel Poulain. Mais c'est un gars qui a assurément la shape pour jouer dans la LNH dès cette année. Alors ça se pourrait qu'il soit rappelé là, cette année. Puis bon, là, l'année passée, il n'a pas joué au niveau LNH. Puis si je ne fais pas erreur, il me semble que c'était sa première saison professionnelle dans le cas de Samuel Poulain, mais je ne suis pas sûr à 100%. Alors ça ici, ce que j'ai, c'est en fait un alignement que je vous propose, mais qui est quand même basé sur des observations de la dernière année. Donc c'est pas 100% aléatoire. Il y a quand même certaines observations que j'ai là-dedans comparativement à la dernière année. Alors, on va commencer avec la première ligne. La raison pour laquelle j'utilise cette première ligne-là, c'est tout simplement parce que ça a probablement été, de mémoire, il me semble, c'est la ligne qui a été le plus souvent utilisée l'année passée chez les Penguins de Pittsburgh. Donc, la combinaison la plus fréquente, celle de Gonzal, Crosby, Rust. Une première ligne qui est habituée de jouer ensemble, une première ligne qui est capable de tout, finalement, un peu tout. On a, entre autres, Ross, étonnamment, il est quand même responsable dans sa zone. Je sais bien qu'on le perçoit peut-être plus comme un joueur offensif, mais c'est un gars qui est quand même responsable dans sa zone. C'est Nick Crosby qui est intelligent all around. Puis pour ce qui est de Gonzalo, je veux dire, un joueur qui est une menace constante. Donc bref, c'est une première ligne qui est une excellente première ligne quand même au niveau de la LNH. On en parle peut-être un peu moins souvent parce qu'on parle souvent entre autres de la première ligne de l'Avalanche du Colorado, mais on a une très bonne première ligne du côté des Penguins de Pittsburgh. Gonzalo, c'est 84 points en 76 matchs l'année passée, donc plus d'un point par match, en plus d'avoir atteint 40 buts. Sidney Crosby, 84 points en 69 matchs. Encore une bonne saison, mais aussi des bonnes séries éliminatoires du côté de Sidney Crosby l'année passée. On parle de 6 matchs, 2 buts, 8 passes pour 10 points en séries éliminatoires. Quand même, hein, pour le vétéran, 10 points en 6 matchs, c'est pas mauvais. Puis quand ça compte en plus, en séries éliminatoires, on aime ça. Les meilleurs sont les meilleurs au bon moment du côté de Pittsburgh. Et ça, c'est important. Dans le cas de Russ, on parle de 58 points en 60 matchs, donc près d'un point par match pour ce qui est de Russ l'année passée. En termes de deuxième ligne, on y va avec le vétéran Jason Zucker. Il a été blessé l'année passée, donc il a manqué un gros bout de la saison. C'est la même chose pour Evgeny Malkin. Il a manqué un gros bout de la saison, pratiquement la moitié de la saison finalement. Zucker, on peut s'attendre à plus. Ok, donc 17 points 41 matchs, c'est pas représentatif du gars. C'est un gars qui est capable de compter des buts. Alors, c'est un gars qui a des habiletés offensives qui sont peut-être plus grandes que ce qu'il a donné l'année passée. Va savoir. Y a-tu joué blessé? Y a-tu un problème au niveau de l'adaptation, de la chimie? Je ne sais pas. Mais bref, on peut s'attendre à plus. Il est âgé de, je pense, de 30 ans, si je ne fais pas erreur. Donc, à début trentaine, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui a de la volonté, du sérieux. On peut avoir mieux. On le fait jouer avec Evgeny Malkin, 42 points en 41 matchs du côté de Malkin l'année passée, plus d'un point par match. Bon, on le connaît bien, Evgeny Malkin, c'est un joueur à gros gabarit, un excellent playmaker, mais qui peut avoir un très bon tir aussi. C'est une menace offensive qui est fréquente tout le temps. Je veux dire, tu lui donnes la rondelle dans le slot, c'est presque sûr que ça va y aller. Du côté de Malkin, ça a été un peu compliqué l'année passée. Entre autres, on avait peut-être en tout cas, les discussions qui étaient un peu problématiques niveau renouvellement de contrat, puis ça l'a un peu tardé, puis bon, Malkin a peut-être pris ça un peu personnel, puis c'était difficile un peu, mais Sid the Kid était là. Fait que bref, il a ramené tout le monde à la table, puis on s'est entendu. Malkin est encore là pour 2 ans. Puis écoute, quand tu as Crosby, Malkin, tu es en business. Bon, je pense que c'est 2 excellents centres. Par la suite, on le fait jouer avec Reichel. Reichel, lui, c'est 41 points en 70 matchs l'année passée. Dans le cas de Reichel, c'est un gars qu'on peut utiliser à peu près à toutes les sauces. Puis on peut l'utiliser autant première ligne, deuxième ligne. C'est pas tant un problème. C'est un joueur que je pense qu'on peut s'attendre à du 50 points saison de son côté à lui. Ensuite de ça, en termes de troisième ligne, là, on va y aller avec Heinen. C'est 33 points en 76 matchs l'année passée que je fais jouer avec Jeff Carter. Jeff Carter, je suis pas certain à 100%. Première des choses, il commence à être vieux. Mais deuxième des choses, c'est qu'il est marqué blessé indéterminé. Et je sais pas si c'est prévu qu'il va être là ou non pour le début de la saison. Fait que bref, j'ai mis une petite croix ici parce que je suis pas certain de Jeff Carter. Mais quand même, 45 points en 76 matchs l'année passée. Carter, c'est un joueur qui est un joueur d'expérience et que je fais jouer avec Kasperi Kapanen qui a connu une saison qu'on va dire décente, sans plus. C'est un gars qui est capable de faire plus que 32 points en 79 matchs, mais c'est 32 points en 79 matchs l'année passée. Fait que bref, dans le cas de Heinen, et de Kapanen, je trouve ça quand même intéressant de mettre ces deux gars-là qui sont peut-être plus portés offensivement. Puis à ce moment-là, on peut avoir Jeff Carter qui lui va peut-être un peu moins avancé. Alors, on a 2 gars qui ont quelque chose à prouver parce que je pense qu'ils sont capables de faire plus au niveau de la production offensive. En termes de quatrième ligne, là, on y va avec des gars qui se connaissent très bien. C'est des gars qui ont été utilisés à une bonne fréquence l'année passée ensemble. Je parle ici de O'Connor. C'est 5 points en 22 matchs l'année passée. Un jeune, je pense qu'il a
4 ans ou quelque chose comme ça, qu'on fait jouer avec Bluger 28 points en 65 matchs, dis-je bien, et Megan, c'est 22 points en 64 matchs. C'est des gars essentiellement pour l'instant de profondeur. Au corner, peut-être qu'il y a un développement, mais c'est des gars de profondeur. Et en termes de scratch, j'y vais avec Josh Archibald, qui lui nous arrive des Oilers d'Edmonton, un joueur essentiellement rapide et so responsable dans sa zone. Et Ryan Penning. Ryan Penning, c'est un centre-ish, ailier, gros format. Ouais, pas nécessairement le plus rapide, mais on semble l'apprécier au camp d'entraînement. Fait que peut-être même que Ryan Penning va être dans l'alignement partant pour commencer la saison, parce qu'on l'a beaucoup utilisé. Mais je ne sais pas si on l'a beaucoup utilisé dans le camp d'entraînement pour voir le style de joueur qui est, ou si on l'a beaucoup utilisé parce qu'on l'aime. Fait que moi, je le mets scratch. Ma quatrième ligne, j'y étais avec des gars qui se connaissent bien. On va dire ça comme ça. Et ensuite de ça, on y va avec les duos de défenseurs. Ben là, Dumoulin, le temps, c'est un duo de défenseurs qui existe depuis longtemps. Fait qu'il n'y a pas de raison de défaire ça. Encore une fois, ça a bien été l'année passée. Du côté du Moulin, c'est 18 points, 76 matchs. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. C'est pas la production offensive. On lui demande soit responsable, soit une bonne présence. Puis assure-toi que ça y va pas. Et il le fait bien. Et Christopher Le Temps, 68 points, 78 matchs. Lui, il peut prendre un petit peu plus de risques. C'est un peu moins grave. Mais du côté du Moulin, on parle d'un défenseur qui est un défenseur très responsable, qui a une bonne lecture de jeu. Donc, bref, ça se complète bien les deux. Et là, c'est intéressant parce qu'on a fait des mouvements du côté de Pittsburgh. J'ai opté pour le tandem Ruta-Petrie. Je comprends. Dans le cas de Ruta, on nous arrive de Tampa Bay. 18 points, 76 matchs. C'est un défenseur qui va être plus dans sa zone. C'est pas un défenseur qui est porté vers l'attaque. Je le fais jouer avec Jeff Petrie, 27 points, 68 matchs l'année passée chez le Canadien. Mais c'est un défenseur qui va être capable d'alimenter l'attaque, qui va être capable d'avancer un peu plus. Les deux gars en soi ne se connaissent pas, mais les deux gars arrivent dans l'organisation. Donc, ils connaissent personne dans l'organisation. Fait que je ne sais pas s'il peut avoir une cohésion entre les deux, mais s'il peut avoir une cohésion entre les deux, ben c'est un peu le même genre de dynamique qu'on répéterait entre la première paire et la deuxième paire. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça nous donnerait un top 4 qui serait assez bien balancé du côté de Pittsburgh. Ensuite de ça, en termes de troisième page, j'y vais avec Patterson, c'est 19 points, 72 matchs l'année passée. J'ai hésité de le faire jouer avec Rod Waddell parce qu'il a joué beaucoup avec lui l'année passée, mais j'ai opté d'y aller avec ce que je vous ai dit, un peu énigmatique, et c'est Ty Smith. Ty Smith, lui, il nous arrive des Devils du New Jersey, et Ty Smith, c'est un défenseur qui est un défenseur à caractère offensif au niveau junior. C'est un gars qui avait un beau potentiel à ce niveau-là, et ça tarde à se développer. Mais quand je dis ça tarde, il y a 22 ans. C'est loin d'être fini, on est d'accord là-dessus. Le jeune a 22 ans, il a joué 66 matchs, 20 points l'année passée chez les Devils du New Jersey. Il a un affaire comme 2 saisons complètes LNH à 22 ans. C'est déjà très bon pour un défenseur. Sauf que là où j'ai hésité, c'est que je me suis dit, est-ce que ça pourrait être intéressant chez les Penguins de Pittsburgh? Mettons qu'on considère que le développement n'a pas été fait adéquatement. Est-ce que ça pourrait être intéressant de le mettre dans la Ligue américaine et à ce moment-là de le faire jouer première paire, premier power play, beaucoup de temps de glace, même si ce n'est pas une saison complète, juste un début de saison, whatever. Tu sais, va trouver tes repères. Ça pourrait être intéressant. Mais enfin bref, pour l'instant, moi j'y étais avec Ty Smith et Patterson en termes de dernière part. Au niveau des gardiens de but, on a eu des gardiens de but qui ont bien fait l'année passée. Donc, tu sais, en tant que tel, notre structure est en soi, c'est clair du côté des Penguins de Pittsburgh. Notre gardien de but partant, c'est Jarry et notre gardien de but auxiliaire, c'est le Smith. Alors, dans le cas de Jarry, c'est 58 matchs l'année passée, 2,48 de moyenne, 919 d'efficacité. Ça a été quand même une très bonne moyenne et il nous a manqué en séries éliminatoires. Parce que les blessures ont fait ce qu'elles ont fait. L'équipe au complet aurait joué avec la tête beaucoup plus tranquille si on avait eu Tristan Jarry comme gardien de but partant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas lors des séries éliminatoires. Ensuite de ça, on a Casey DeSmith, c'est 26 matchs, 2,79 de moyenne, 914 d'efficacité. Un auxiliaire qui est à la hauteur des attentes qu'on a. Donc bref, ça a bien été pour lui aussi. Et notre troisième gardien de but, c'est Dustin Tokarski. On se rappelle que l'année passée, chez les Sabres de Buffalo, il y a eu comme une séquence de blessures plutôt importante au niveau des gardiens de but. Et Tokarski a quand même eu 29 matchs. C'est assez intéressant. 29 matchs, 3,27, 899 d'efficacité. Mais comme je vous dis, à un moment donné, il y avait un paquet de blessés là, chez les Sabres de Buffalo, ça n'avait pas de sens, puis c'était à la position de gardien de but en plus de ça. Fait que, bref, ça a donné des chances, dont entre autres un gars comme Dustin Tokarski. Mais c'est un gars qui, je ne crois pas, doit être au niveau de la LNH. C'est probablement leur partant au niveau de la Ligue américaine. Ce qui fait donc que notre structure au niveau des gardiens de but est assez claire. Il n'y a pas vraiment de poste à buster. Puis, à moins que Jarry se plante bien raide et que Casey DeSmith devient fou. Peut-être, on ne sait jamais. Mais je pense pas qu'il y a vraiment un gros rôle à jouer là-dedans. Il n'y a pas vraiment
de jeu à avoir là-dessus. Au niveau des défenseurs, je pense que Dumoulin est assez solide à sa position. Le temps Petrie, d'après moi, c'est à peu près ça. Pour les autres, je pense que ça peut jouer aussi. Au niveau de l'attaque, je pense que ça peut jouer un peu aussi. Alors bref, c'est une organisation qui n'a pas nécessairement changé ses bases d'une manière hyper importante. C'est sûr que ça a bougé au niveau de la défensive, mais il en reste pour moi que ton corps de leadership est le même qui était. Puis c'est une organisation qui a toujours le moyen de faire les séries. Je ne sais pas trop comment ils s'y prennent, mais ils finissent par faire les séries. On a eu un bon jeu défensif dans son ensemble l'année passée. Fait que c'est une organisation en qui moi j'ai encore confiance. Je pense pas que c'est des gars qui sont finis. Je pense que tant et aussi longtemps, un gars comme Crosby, Malkin, c'est des gars qui sont fiers. La journée où ils vont sentir qu'ils peuvent plus suivre le rythme, ils vont prendre leur retraite plutôt que de continuer. Fait que ces gars-là pensent qu'ils peuvent continuer, ils sont fiers, puis ils vont tout faire pour un autre possible Coupe Stanley. Est-ce que c'est des Cup Contenders? J'irai pas jusqu'à là. Mais d'après moi, c'est une des organisations qui va peut-être avoir de la misère à faire les séries, mais qui devrait faire les séries au niveau de la conférence de l'Est. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'après vous, est-ce que les Penguins de Pittsburgh, c'est une équipe qui va finir dans la cave? Est-ce que c'est une équipe qui va courir pour une place? Est-ce qu'ils sont en série? Ou ils sont carrément des Cup Contenders parce que let's go pour Crosby, encore une autre? Ben Crosby, Malkin, le temps, anyways. Bref, vous comprenez le point. D'après vous, est-ce que c'est une organisation qui fait pas les séries, qui fait flush ou bien qui va pour la coupe? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on fait un petit j'aime. On partage aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. C'est toujours plus plaisant. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023. Mais ceci dit, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a passé le 2/3 de la Ligue nationale au niveau de nos previews. Alors, on rentre dans le dernier stretch là. On s'abonne, active la petite cloche, puis on se revoit bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye.